Ce soir, la France qui serait, là on va commencer le débat suivant, la France qui serait au bord de mai 68 et du 6 février 34. Qu'en est-il exactement? À vous de juger. Regardez. Le mouvement contre le mariage pour tous serait-il en train de se radicaliser? Serait-il débordé par ces extrêmes? Le 24 mars à Paris, c'est la manifestation anti-mariage qui dérape. Elle se termine par un face-à-face musclé entre les forces de l'ordre et quelques activistes. Contrairement aux Femen, ce groupe de militantes féministes qu'ils parodient, les hommes avancent masqués. Mercredi dernier, ils exhibaient leur torse devant la préfecture de police de Paris, mais pas leur visage. Vendredi à Saint-Étienne, des militants d'extrême droite ont empêché Erwan Binet, le rapporteur socialiste du projet de loi, d'animer un débat sur le mariage gay. Brigitte Bardot, la figure du mouvement contre le mariage pour tous, est même allée cet après-midi jusqu'à déclarer « Hollande veut du sang, il en aura, nous vivons dans une dictature ». Au cri de dictature socialiste, des opposants au mariage pour tous tentent hier soir de gagner le Sénat par la force. Face à face tendu, gaz lacrymogène des gendarmes contre barrières projetées par des manifestants. Parmi les manifestants, des membres du mouvement traditionnaliste Civitas et leurs bannières blanches et rouges. L'attitude du gouvernement conduit les manifestants qui sont hostiles au mariage gay à se radicaliser. Le calendrier de la loi sur le mariage pour tous a été modifié. Le vote solennel est avancé. Il devrait avoir lieu le mardi 23 avril. Les opposants au texte sont scandalisés par cette accélération. Ils multiplient les actions coup de poing. Nous voyons la droite, d'une certaine façon, s'allier avec les franges les plus radicales, les plus extrémistes, des franges d'extrême droite, pour créer un climat de tension. Ici, l'essayiste Caroline Fourest. Les manifestants qui ont filmé ces images ont bloqué son TGV en gare de Nantes. Elle a dû être exfiltrée par la police. Oui, il y a effectivement ces groupes qui cherchent à déstabiliser la République et cela est intolérable et nous ne tolérons pas la moindre intimidation ou le moindre coup de force. Votre gouvernement a utilisé les méthodes les plus contestables, pour ne pas dire inquiétantes, pour minimiser et briser la vaste mobilisation populaire contre le mariage et l'adoption homosexuelle. Publication de chiffres falsifiés, propagande antifasciste, répression lors de manifestations et prisonniers politiques. Je pèse mes mots. Des députés qui se lèvent pour en découdre. L'image est exceptionnelle. Vers 1h du matin, en plein débat sur le mariage pour tous, certains députés de l'opposition tentent de s'en prendre à l'un des collaborateurs de Christiane Taubira. La séance est suspendue. Le reste de la scène ne sera pas filmé. Marie-Françoise Bechtel, vous êtes députée, oui. Vous avez vécu tous ces événements à l'Assemblée. Est-ce que vous avez l'impression que la République tremble sur ses bases? Je n'étais pas dans l'hémicycle hier soir. Non, mais en général, on a dit, je le dis pour tous ceux qui n'habitent pas Paris, il y a des policiers absolument autour de l'Assemblée nationale depuis plusieurs jours. À regagner son hémicycle, c'est vrai. Oui, on ne peut pas franchir quasiment... Moi, je ne suis pas catastrophiste du tout. Je crois qu'il y a dans la société une certaine dose de violence, plus ou moins permise, plus ou moins autorisée, plus ou moins, suscitée, stimulée par certains événements. Et ce qui est fascinant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi à certains moments, certaines formes de violence ont lieu. C'est le sujet de l'émission, justement. C'est un très bon sujet. Là, vous avez, par exemple, la violence homophobe. On pouvait penser que dans un pays comme le nôtre, c'était une affaire classée. On découvre qu'il y a quand même une violence homophobe. Il ne faut pas la surestimer, mais on ne peut pas non plus la sous-estimer. Ça, c'est une découverte. C'est quelque chose de... Alors, le lien ensuite entre les partisans, les adversaires du mariage pour tous et des formes de droite dure qui ont toujours été dans notre pays plus ou moins existantes et qui renaissent à cette occasion. Mais leur lien aussi avec la droite plus classique, mais qui s'est beaucoup durcie parce qu'elle a très mal accepté l'alternance. Tout cela sont des choses fragmentées qui, comme un ensemble mouvant, viennent à un moment donné se mettre en place et donner le sentiment qu'il y a une fragilisation de la société. Moi, pour faire court, je pense que tout cela se fait sur un fond de doute du pays de lui-même, de doute de sa République, de doute de son État, et que c'est le fond de l'affaire, mais je ne veux pas vous aurez le temps. conclure un débat que j'ai à peine amorcé. J'ai demandé à Béatrice Bourges de venir nous rejoindre. Vous êtes porte-parole du Printemps français, un mouvement dissident de la Manif pour tous qui s'est fait connaître, je parle du vôtre, le Printemps français, en menant des actions radicales, dont Brigitte Bardot d'ailleurs s'est désolidarisée. Vous
êtes par ailleurs l'une des auteurs de la théorie du genre au mariage de même sexe, l'effet domino. Et je pensais que vous dénonciez dans une interview récemment les actions trop bisounours du mouvement pour le mariage pour tous. Donc vous aviez l'air de vouloir quelque chose de beaucoup plus radical. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes satisfaite, Béatrice Bourges? Satisfaite, j'en sais rien. Assez mécontente de tout ce qui se vit depuis 8 mois. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les mouvements s'est, comme vous dites, radicalisé dans tout étant relatif, hein, parce que je crois qu'on a vécu quand même bien pire dans ce pays. Et on n'est pas à Boston, je suis d'accord avec vous, on en parlera. Non, mais voilà, donc en fait, il faut quand même relativiser les choses. Maintenant, il y a une espèce de fantasme autour d'un espèce de mouvement. D'abord, je tiens à dire que ce n'est pas mon mouvement, et je suis porte-parole, c'est vrai, du Printemps français, qui est plutôt une résistance non violente et transgressive. Et c'est sur ce mot-là, en fait, peut-être qu'on peut, c'est vraiment de ce mot-là peut-être dont on peut parler. Et pourquoi transgressive? Parce que pendant 8 mois, on est la France bien élevée. On est parfait, on est nickel, on est dans les clous, on est des centaines de milliers de personnes dans la rue, on est 700 000 personnes qui signent en l'espace de 15 jours une pétition pour le CESE qui, en principe, est obligé de se saisir d'un sujet à 500 000 signatures. On est 200 000 signatures de plus. On est 200 000 signatures de plus. Et on n'est pas entendu. On est à nouveau des centaines de milliers de personnes. Et on n'est pas attendu. On n'est pas reçu au Sénat, parce qu'on dit qu'il y a un débat démocratique, sauf qu'en fait, on n'est pas reçu au Sénat par M. Jean-Pierre Michel, qui dit qu'on n'est pas légitime. On n'est quasiment pas reçu à l'Assemblée, moi, en tant que porte-parole du collectif pour l'enfant. Je suis reçue avec 2 autres personnes dans un coin comme ça, surtout, faut pas nous montrer à l'Assemblée nationale, etc. Et on nous dit, mais le débat démocratique, et ça fait 6 mois qu'on en parle. Le problème, c'est que ça fait pas 6 mois qu'on en parle. En fait, on n'en a pas vraiment parlé. Et donc, à partir de ce moment-là, je comprends bien, vous estimez qu'à partir d'un moment où vous ne vous sentez pas entendu dans un pays démocratique, en fait, on nous vous aime avez pas. le droit de basculer. Eh ben, on nous aime pas et on dit coucou, on existe. Donc on vous êtes est pour dans la une, violence. on est justement, j'ai dit résistante. Non, vous avez dit non plutôt violente. non violent. Vous avez dit non, plutôt non violent. Impossible. C'est ce que vous avez dit. J'ai pas dit ça. Non vous allez remettre. Ah bah oui, on va le refaire plutôt m'a gêné. Non mais dites-nous justement, parce que c'est la question de ce débat. On ne va pas refaire un débat sur le mariage homo. Je vous vois mal balancer des pavés dans la rue. Donc c'est plutôt à quel moment D'ailleurs, je veux dire, le Printemps français, elle a des copains musclés. C'est un gros parti hyper fasciste. Enfin, ça se voit d'ailleurs. Non, donc je repose ma question, c'est à quel moment on a le droit? Un peu obscur et qui, sur ma personne, réunit tout un tas de fantasmes, etc. Eh bien non, navré de vous décevoir, c'est une résistance pacifique et non violente. Simplement, c'est la France qui ferme sa gueule généralement. Alors cette France-là, on est habitué, on lui tape sur le bout du nez et on lui dit maintenant, t'es sympa, tu payes tes impôts, tu fermes ta gueule. Et cette France-là, eh ben, elle l'ouvre. Et alors là, tout le monde est absolument affolé. On dit, mais cette France qui paye ses impôts, qui est sage, qui obéit, qui est jamais transgressif, qui est nickel, impeccable, qui reste dans les clous, et tout d'un coup, elle sort des clous. C'est la France de l'ordre moral qu'on connaît depuis 2000 ans. Mais voilà, non, en plus c'est fasciste. C'est pas seulement ordre moral, c'est aussi fasciste. Olivier Pi, c'est important de le dire. Vous dites, les gens sont allés dans la rue, ne sont pas entendus. Combien de millions de personnes sont allées dans la rue sous Sarkozy contre les retraites? Exactement. Vous avez raison. Et d'ailleurs, ont-ils été reçus? Mais je suis absolument ravie que vous en parliez parce que figurez-vous. Bon, et personne n'a appelé. Il faut que le sang coule. Que Monsieur François Hollande. Elle a regretté cette phrase. Elle l'a regretté. Non, mais elle l'a regretté. De toute façon, elle, c'est elle. Et oui, on a bien compris que vous êtes plus. Barjot, elle va bientôt regretter d'avoir été elle-même. Moi, j'ai pas parlé de sang parce que justement, ça me déplaît fortement. C'est justement ça. Et alors, c'est là que c'est assez marrant d'ailleurs. Et c'est là que vous êtes tous un peu perdus. Pourquoi? Parce que Béatrice Bourges, c'est la grosse violente. Et Brigitte Barjot, c'est la nickel qui reste dans les clous. Et pas de bol, c'est Brigitte qui parle de sang et c'est Béatrice qui parle de non-violence. On trie pas. Et c'est elle que vous invitez. Oui, mais j'ai invité Brigitte Barjot avant qu'elle devienne célèbre. Et on me l'a reproché d'ailleurs. Je voulais juste vous dire sur François Hollande, combien de personnes, oui, en effet, et François Hollande, en 2004, il écrit un truc super intéressant au moment du CPE et il dit quand il y a autant de personnes dans la rue, il ne faut pas attendre la deuxième manifestation avant de retirer
la loi en question qui était le CPE, qui était déjà votée. Le CPE ne faisait pas partie des promesses de Chirac, qui n'en a jamais fait. Quand on invite, ce n'était pas une loi, c'était un décret. Voilà. Ce n'était pas une loi. Mais c'est pas la même chose, le Parlement n'a pas été saisi. Honnêtement, juste, attendez, un peu de discipline. Restons sur la question qui nous occupe et qu'on va aborder sous plusieurs angles. Mais à quel moment est-ce qu'on peut, comme vous dites, sortir des clous? Certains vont dire que ça s'appelle la violence, d'autres que c'est pas de la violence. Voilà, on sait bien que dans toutes les actions qu'on a vues là, il y avait des actions violentes et d'autres non violentes. Mais à quel moment est-ce que dans un pays démocratique comme le nôtre, où on peut trouver justifié, effectivement, peut-être parce qu'on n'a pas été entendu, comme le dit Béatrice Bourge, on a le droit de sortir des clous et éventuellement... Mais quand on défend les droits des opprimés, c'est assez simple. On peut s'appeler le printemps arabe quand on défend les droits de ceux qui n'en ont pas, quand on a un peuple qui est massacré par un dictateur. Est-ce qu'on peut s'appeler un printemps révolutionnaire quand on lutte contre l'obtention des droits de certaines personnes? Attendez, d'abord, un printemps révolutionnaire. Vous prenez le thème de printemps français. Rebelle. Donc je crois que c'est ça qui, en soi, est une violence. Et à mon avis, qu'on défile en noir, comme certains amis de madame, ou qu'on défile en rose, comme Brigitte Bardot, la violence, au fond, est la même. C'est facile de dire « nous ne sommes pas homophobes, mais nous luttons de manière active avec des poussettes devant les CRS contre les droits des homosexuels. On peut aussi ne pas être misogyne et lutter contre les droits des femmes, ne pas être raciste et lutter contre les droits des étrangers. Mais de fait, il y a une violence qui n'est pas forcément une violence physique, qui n'est pas forcément une violence armée, je suis quand même content de vous l'entendre dire, même si votre plutôt m'a inquiété, mais qui est en soi de la violence. Alors là, Olivier, c'est Philippe Bilger qui voudrait... Au fond, on ne doit pas revenir sur les maladresses politiques et psychologiques, voire techniques, du gouvernement en face de ceux qui contestaient le mariage pour tous. Donc on n'en parle pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à justifier les moyens extrêmes qui sont à l'heure actuelle publiquement exposés dans la rue, même pour une cause que conceptuellement je discute. C'est clair. Je déteste la violence, qu'elle émane de la droite ou qu'elle émane de la gauche. Et ce qui me fait très peur à l'heure actuelle, c'est que demain, si par hasard la droite revenait au pouvoir, avec qui c'est une personnalité estimable, eh bien je n'aimerais pas que la gauche dans la rue ait cette attitude contre un projet de loi sociétal ou pas, qui est quasiment irrigué dans le tissu parlementaire. Je ne supporte pas ça. Si vous voulez, l'Église ou le catholicisme a tendu trop souvent l'autre joue, d'accord, ça n'est pas pour tomber dans cette violence que je déteste. Oui, dites un mot. Je vais dire un mot. D'abord, vous parlez de violence. J'aimerais quand même savoir comment est-ce que vous pouvez dire que des gens qui jettent des tentes, du camping pour tous, ceux qui vont pique-niquer au Luxembourg, ceux qui, en ce moment, sont ce qu'ils appellent les veilleurs, qui sont simplement aux Invalides et qui chantent, moi je vais vous dire, alors je vais faire hurler tout le monde, mais en fait ça m'est égal parce que comme vous avez remarqué, j'assume. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Dans la non-violence. Voilà. Je vous remercie. Vous avez entendu? Vous pouvez le répéter. Eh ben, je vais vous... oui. Eh ben, je vais vous dire, ces jeunes-là, ces jeunes qui se lèvent, qui ont envie d'avoir une espérance, qui sont un peu désespérés de cette France qu'on leur offre, qui finalement est une France qui est triste, qui est une France qui est morose, eh ben, ils se retroussent les manches et ils disent cette France-là, moi j'en veux pas. Ce changement de civilisation, parce que nous les vieux, pardon, je me mets dans la catégorie des vieux, je vous y mets pas tous, mais je me mets dans la catégorie des vieux, comme ça décomplexe tout le monde. Eh ben, ces changements de loi, c'est pas pour nous qu'on les fait, parce qu'on sera mort. Mais, enfin... J'espère pas trop tôt. Si c'est voté, dans 6 mois, il y aura des mariages homo. En revanche, le changement de civilisation, c'est pas maintenant, c'est pour les générations à venir. Et Madame Taubira, qui est tellement sectaire, mais vraiment, c'est effrayant, tellement sectaire.
Se faire traiter de sectaire par une sectaire, je trouve ça extrêmement drôle. Oui. Non, mais Moi, j'aime l'idée que la France... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites depuis le début? On est tous des Ces jeunes qui sont contre une France Eh ben, triste et morose. Mais le mariage pour tous, c'est triste et morose. C'est pour les enfants. C'est un père, une mère, progrès mais on parle pas de, on parle pas. Un bouleversement de société. C'est un progrès social. Non, pas du tout, pas pour les enfants, pas pour les enfants. Et pas pour l'Église qui prône l'amour non plus. Mais pas pour les enfants. Oui, oui, je me doutais que forcément, ils en ont parlé. C'était c'est normal, c'est lui qui en parle. Hein. Moi, Juste, La France va être beaucoup plus triste parce que je vais épouser Pierrot. Alain Benoît et Marie-France. Elle est très en danger dans son rapport identitaire parce que je vais épouser Pierrot. C'est très Non, le problème, c'est qu'il y a un effet domino. Non, je suis d'accord, mais c'est juste à quel moment est-ce qu'on a le droit de... Je crois que la manifestation, je parle d'autres types de manifestations, peut avoir sa justification. On a excellemment cité la réforme des retraites. Je pense qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels le peuple, mais le vrai peuple, si je puis me permettre, le peuple populaire, oui, se met en marche. Il y a les mauvais, il y a les je les ai bien observés. Se met en marche, pas derrière Brigitte Bardot, se met en marche pour défendre de véritables droits. Je pense à un certain nombre de manifestations de caractère plus social. Je crois qu'on peut distinguer quand même les deux. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Olivier Pi. Je ne crois pas qu'une manifestation en soi, pas celles qui ont eu lieu, mais une manifestation de rejet, de refus contre le mariage homosexuel, c'est exactement la même chose que l'homophobie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut critiquer cette loi. Moi, je ne l'ai pas votée. Je me suis abstenue sur cette loi parce que je pense qu'il y a erreur des deux côtés. Je pense que la droite pardonnez-moi de dire la droite, le camp conservateur et quelquefois ultra-conservateur. Le mauvais peuple. Non, pas le peuple. Juste terminer. Le camp conservateur, vous voyez, ceux qui le représentent au Parlement, confond complètement le mariage hétérosexuel avec l'état de nature. Tout ça est absolument aberrant philosophiquement. Mais de l'autre côté, je pense que le camp progressiste qui a proposé le mariage pour tous se trompe sur la notion d'égalité de droits. Je crois qu'il y avait une question de dignité des droits des homosexuels. On pouvait former et fonder un mariage. On devait faire attention à la filiation, que les enfants gardent bien dans leur tête qu'ils sont nés d'une génération et ne pas confondre la génération et l'éducation. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous interromps pour qu'on continue. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut sur ces questions quand même faire la place au débat, mais certainement pas un débat violent et certainement pas. Et je termine en disant que de toute façon, à mes yeux, ce n'est pas un changement de civilisation. C'est là le point principal sur lequel je ne vous rejoins pas. Ou alors c'est la reconnaissance d'une civilisation qui a déjà changé. Je crois qu'il y aura une demande sociale relativement. Il y aura une demande sociale relativement limitée et relativement indifférente. Alain Benoît voulait intervenir depuis un moment. Oui, je crois que si on ne prend pas un peu de distance avec l'événement immédiat, on va refaire le mariage pour tous, ce dont on a soupé. On en a beaucoup débattu sur ce plateau, je trouve personnellement que les arguments, je rejoindrai, c'est ce que disait madame, échangés de part et d'autre, sont ou excessifs, bien souvent, ou bien souvent totalement idiots. Donc, moi d'ailleurs, personnellement, je trouve que le mariage pour personne serait la meilleure position. Mais donc oublions le mariage pour oublions un instant, oublions un peu. C'est bien que les homosexuels soient solidaires. Voilà. Il n'y a pas que nous qui en chions. Mais ils ne le sont pas tous. Oublions un instant le débat. Enfin, le mariage. Oui. On parle de radicalisation. Là, franchement, tout le monde n'a pas 15 ans. On a tous connu, moi je connais depuis 50 ans, des épisodes de la vie politique française infiniment plus brutaux, radicaux, les cassages de gueule, les manifs de casseurs, enfin, de cortège, les incendies, les attaques, les barricades, que sais-je. On a vu que ça dans toute l'histoire de France. Alors là-dessus, il y a les bons esprits qui disent « Attention, les années 30 sont devant nous ». On va en parler tout de suite, d'ailleurs. Je vais vous montrer des images. Les années 30 sont devant nous. Arrêtez de regarder l'histoire dans le rétroviseur. Parce que il y en a pour qui ces années 30 sont devant nous. Les autres, on est en 1788. Oui, on a vu deux couvertures d'hebdomadaires, vous y faites allusion. C'est 68, n'est-ce pas? Et c'est toujours les esprits paresseux ou propagandistes, d'ailleurs bien souvent c'est les mêmes, qui cherchent toujours des parallèles dont on voit au premier coup d'œil les limites. D'ailleurs, les années 30, c'est aussi le Front populaire.
Hein, parce que Attendez, je vous interromps, parce que justement, c'était le sujet que je voulais aborder. Je voulais qu'on voit tout de suite des images du 6 février 34, puisqu'on l'a constamment dit. Je peux juste faire un rapport entre ce dont on vient de parler, là, le premier débat. Parce qu'il me semble qu'il y a un rapport. Je veux dire, on a fait 10 minutes sur l'erreur de calcul des économistes sur l'austérité. On vient de faire une demi-heure enflammée où tout le monde s'empaille sur la violence. On ne sait pas très bien sur quoi. On parle de violence depuis une demi-heure. Il s'est passé quoi? Il y a eu quelques bombes lacrymo. Voilà. Je veux dire, il y a eu quand même bien pire Il y a eu quand même bien pire. On va voir là tout de suite d'ailleurs. Mais il y a une espèce de gourmandise. Du système médiatique, des intellos, des gens qui sont sur ce plateau par exemple, à s'empailler sur ce sujet, alors franchement, la loi, elle va être votée, je sais pas quand, au début de la semaine prochaine, ensuite tout le monde va rentrer chez soi et la vie continuera. J'ai un scoop pour vous, la vie continuera. Non mais madame continuera à essayer d'aller sur les plateaux, elle y arrivera peut-être, mais à part ça, parce que la réforme n'est pas fondamentale. Attendez. À part ça, la vie continuera. Attendez, encore une fois, c'est quand même plus important. Voilà. Le parallèle qui a été fait ou qui est sous-entendu, c'est celui avec le 6 février 34. Je vous rappelle, il y avait eu l'affaire Stavisky et un mois après l'affaire Stavisky, manifestation sur la place de la Concorde, des ligues d'extrême droite. C'est pas flatteur pour le mouvement Mariage pour tous, parce que le 6 février 34, c'était un bide retentissant. C'est ce qu'on va voir tout de suite, regardez. Les forces de l'ordre assurent la protection de la Chambre des députés. Vers le soir, les manifestants veulent franchir le pont de la Concorde et parvenir au Palais Bourbon. Les gardes mobiles tirent pour se dégager. Ils sont bombardés de projectiles divers. Les manifestants incendient un autobus. On compte une vingtaine de morts et une centaine de blessés. Édouard Daladier donne sa démission. Pour la première fois sous la Troisième République, un mouvement de rue a provoqué la chute d'un gouvernement. Voilà, c'était ça le 6 février 34. Alors j'ai demandé à Grégoire Kaufmann de nous rejoindre. Vous êtes historien, spécialiste des droites radicales. Vous êtes l'auteur d'une biographie d'Édouard Drummond et d'un documentaire, Le Diable de la République, 40 ans de Front National, qui sera rediffusé le 6 mai sur France 3. Et dans le Monde d'hier, vous êtes l'auteur d'une tribune sur les comparaisons qui sont faites en permanence entre les événements actuels et ceux des années 30. Et vous dites que ça n'a aucun intérêt. Vous le dites en tant qu'historien. Je pense que c'est une paresse de la pensée, un confort comme Alain de Benoît, intellectuel. Et c'est vrai qu'en cela, je rejoins ce que vient de dire Alain de Benoît. Les années 30, c'est le repoussoir absolu. C'est la fascination révulsée. C'est s'abstenir d'un effort de réflexion, notamment par rapport à ce qui se passe en ce moment. On en revient par rapport aux mobilisations catholiques. On nous ramène cette mobilisation aux années 30. Or, pour moi, il est beaucoup plus judicieux de l'inscrire dans une généalogie. Le catholicisme de combat, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça surgit au moment où la République est anticléricale. L'offensive laïque du gouvernement, les lois Ferry, il faut revenir, quitte à céder au péché d'anachronisme. Alors revenons à la fin du XIXe siècle dans ces cas-là. Essayons de comprendre ce phénomène en essayant de décrypter ces mobilisations catholiques au moment où elles surgissent, c'est-à-dire au moment où la République est anticléricale. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que le moment où les catholiques sont dans la rue, le moment où on envoie les forces de l'ordre pour aller combattre ces mobilisations catholiques, et là c'est vrai qu'on peut voir un petit parallèle, eh bien c'est au moment de la République laïque et anticléricale, au moment des lois Ferry, de l'expulsion des congrégations religieuses. Après, il y a le combisme, les années 1900, cet anticléricalisme radical où on voit les forces de l'ordre qui vont aller encore une fois expulser les religieux ou encore encercler les églises. Voilà, ça c'est intéressant. Là, ça fait sens, puisque dans l'histoire, il y a un terreau, ça s'enracine, ça nous dit quelque chose. Et comparer sans cesse, comme une sorte d'ancienne qui revient incessamment, ce qu'on vit aujourd'hui avec les années 30, qu'est-ce que c'est les années 30? Eh bien, c'est la course à l'abîme, si on veut, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est pas dans les années 30. En fait, ce qui est intéressant par rapport à la métaphore, par rapport à la comparaison avec les années 30, c'est que qu'est-ce qu'il y a au bout des années 30? Il y a la défaite, il y a l'occupation, il y a le déshonneur. On n'est pas du tout dans cette configuration, et on l'est d'autant moins que cette mobilisation catholique, on aimerait bien assimiler le mouvement de Madame Bourges à une résurgence du fascisme. C'est un confort de la pensée. C'est un catholicisme traditionnaliste, antilibéral.
avec des nébuleuses royalistes, une galaxie catholique qui est comme ça, qui cultive une forme de méfiance instinctive à l'égard de la République. Et c'est ça aussi, ça interroge aussi la relation ambivalente, contrariée, contradictoire des catholiques avec la République. Ça a été difficile, hein. Les catholiques, au début, au moment où la République laïque, elle surgit là, dans les années 1880, qu'est-ce que c'est? C'est Jules Ferry. Et les catholiques, ils sont associés au royalisme. Alors après, dans les années 1890, il y a le ralliement. On ne se souvient jamais, mais c'est pour ça qu'en fait l'histoire est bonne conseillère. Léon XIII, le grand pape du ralliement du catholicisme social, qui dit aux catholiques « Arrêtez, ne vous opposez pas au régime, allez, rejoignez les institutions républicaines, acceptez la Constitution pour changer la législation ». C'est intéressant. Donc il y a ce catholicisme libéral qui donnera naissance ensuite à la démocratie chrétienne, qu'on peut encore voir surgir aujourd'hui par rapport à Christine Boutin. Et il y a un catholicisme de combat royaliste, anti-républicain, qu'on voit aussi dans l'entourage de Madame Bourges, le maurassisme, la haine de la République. Je ne vous assimile pas à ça. Mais il y a aussi ces échos. C'est un carrefour d'influence, et plutôt que de céder à une sorte de facilité de la pensée, il vaut mieux inscrire et décrypter ces mouvements dans l'histoire pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire ce catholicisme et comment il peut être aussi parfois mal à l'aise par rapport à la République. Il n'y a pas que les années 30 qu'on invoque en ce moment. Attendez, je vais vous donner la parole à tous. Déjà, avec les années 30, on a progressé de 10 ans. Hein, parce que, non, mais parce que jusqu'à présent, le poncif, le lieu commun absolu, c'était les années 40. Non, mais c'est vrai, c'était l'occupation. C'était l'occupation. C'était l'occupation. C'était un collabo, je suis un résistant. Oui, et puis il y a les Munichois, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on parlera aussi des... Mais je reviens, parce que on revient en 2013. Or, en 2013, il n'y a pas que les années 30 dont on sort, il y a aussi mai 68. Alors, pour nous dire, soit que c'est un mai 68 de droite, soit, comme un ancien Premier ministre, paraphraser le général de Gaulle et parler de la chienlit. La chienlit, on sait ce que c'est mai 68, regardez. Bien sûr qu'il y a des tensions, et ces tensions, elles ne sont pas seulement liées au mariage pour tous. Quand vous voyez qu'un conseil national du PS est perturbé par des syndicalistes et que des ouvriers sont obligés de faire en sorte qu'un Premier ministre sort par une porte dérobée d'une manifestation du Parti socialiste, on voit bien, pour parler à la de Gaulle, qu'il y a une menace de chienlit dans le pays. Échauffourée, arrestation musclée, casse en pleine rue. Les violences sociales plus fréquentes depuis l'automne. Encore hier à Strasbourg, une manifestation des métallos français, belges et luxembourgeois d'ArcelorMittal sous les fenêtres du Parlement européen. Il n'y a pas de place pour la violence et je lance évidemment un avertissement. La police, elle fait son travail, mais on ne peut pas admettre qu'on cherche à casser l'outil de travail, à briser l'immobilier urbain. Un avertissement alors que se multiplient les plans sociaux. 3 fermetures d'usines surtout font craindre au gouvernement des dérapages. Goodyear à Amiens, ArcelorMittal à Florange et l'usine PSA à Aulnay. Et ce sont les images qui ont marqué la fin de semaine, celle de la colère des ouvriers de l'usine Goodyear s'opposant aux forces de l'ordre. Des violences qui ont été dénoncées, mais derrière cette radicalité, c'est un malaise profond qui s'exprime, une douleur, une angoisse qui ne date pas d'hier, mais qui réapparaît à chaque nouveau pic du chômage. Finalement, on a frôlé le record sans le dépasser avec un peu plus de 3 187 000 chômeurs. Le mois de février marque le 22e mois de hausse consécutive. Cette action désespérée des salariés d'une société à Cabestany, près de Perpignan. Ils retiennent dans les locaux de l'entreprise leur directeur et le PDG du groupe néerlandais. 19 salariés sont en cours de licenciement. Ils ont appris ce matin qu'ils ne toucheraient aucune indemnité car il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ils crient leur colère. Les salariés de l'usine PSA Aulnay se sont invités avec force au conseil du Parti socialiste. Les salariés, menacés de licenciement, ont voulu rappeler la réalité de la crise qu'ils subissent. Si les esprits se sont rapidement apaisés, pour certains, cette action coup de poing n'est pas anodine. Elle est le signe d'une rupture entre la gauche au pouvoir et ses électeurs. Alors Christophe Alévêque, ça c'est une violence qui a plus de sympathie, enfin pour laquelle vous avez plus de sympathie. Qu'est-ce qui la déclenche? À partir de quel moment est-ce qu'elle peut se déclencher et que vous trouviez ça légitime? D'abord, il y a une injustice criante. Moi, l'image la plus violente que j'ai vue dans tout le résumé, c'est le nombre des chômeurs inscrits. C'est pour ça qu'on l'a mise dedans. C'est ultra violent. Mais c'est un beau condensé. En étant un peu cynique, je dirais que qu'est-ce que ça fait des belles images, la violence? C'est beau. Et au journal télévisé, filmer une manifestation où il ne se passe rien et où les gens manifestent pacifiquement, ça fait 3 secondes dans le journal télévisé. S'il y a une poubelle brûlée à l'arrivée, ça fera
Une minute. Les ouvriers... Il y a un truc, non mais justement là-dessus, il y a un truc qu'on a remarqué... Mais pas fini, hein. Non mais juste... Oui, mais je vais commencer après. Ben ouais, mais c'est sur ce que vous dites en plus. Hein. C'est pas que je vous fais violence du tout. Hein. Non, mais pas du tout. Le PSA, Aulnay. Un jour, il y a eu une manif dans le hall de PSA et enfin, les ouvriers sont un peu rentrés dans les bâtiments administratifs et tout. Je crois qu'ils ont renversé 3 plantes vertes et décellé un écran plat. Une caméra était là. Et aux 20h de France 2, je pense que les images depuis ce jour-là, on les a vues à peu près 15 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'agit de dire la violence, les ouvriers, etc., on repasse les images de ces plantes vertes martyrs et de ce malheureux écran plat qui a été... Non, mais je parlais encore du 20h de votre... Marie-Françoise Bechtel. Oui, je suis un peu étonnée parce qu'on a oublié un événement qui me paraît à rapprocher. Vous avez très bien analysé la position du catholicisme et comment un catholicisme partiellement antilibéral remonte à certains moments. Mais on dirait que tout le monde a oublié ce qu'a été dans ce pays la manifestation de pratiquement 1 million de personnes en 1984. Quand on a crié que le gouvernement socialiste voulait s'attaquer à l'école dite libre, à l'enseignement privé qui était déjà, je le rappelle, enseignement associé au service public qui est financé à 80% par l'État. Et est-ce qu'on se souvient de la raison pour laquelle 1 million de personnes sont descendues dans la rue? Est-ce qu'on s'en souvient? La raison, c'est qu'il y a eu un petit amendement qui est passé au Sénat, enfin que le Sénat a voté et qui voulait donner aux maîtres contractuels dans l'enseignement privé un statut de contractuel qui leur donnait un statut de droit public. On a dit, c'est épouvantable, l'État rentre dans nos écoles, on ne peut pas accepter ça. Et on a eu 1 million de personnes dans la rue, chose qui était parfaitement déraisonnable. Pour moi, le précédent le plus proche, c'est peut-être celui-là. Béatrice Bourges, est-ce que, juste je voulais demander à Béatrice Bourges, est-ce que vous n'êtes pas un peu jaloux du traitement? On a plus de... quand on entend, les commentaires sont plus tendres pour les ouvriers. Oui, alors que la violence, enfin, c'est incroyablement violent. Alors qu'on parle de violence... C'est vous qui dites que c'est incroyablement violent, comme quoi c'est relatif. Oui. Vous n'avez pas la violence ouvrière, nous l'avons alors compris. Que c'est très violent. Franchement, ces images sont très violentes. Juste une seconde. Attendez, laissez-la terminer. Les gens qui défendent leur gagne-pain. Et alors, d'autres moyens. Laissez-la terminer. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence plus ou moins légitime. Il n'y a pas de violence plus ou moins légitime. Attendez, vous parlez tous en même temps. La violence n'est jamais légitime. Mais là, on est au cœur du débat. La violence n'est jamais légitime. La violence, si je peux terminer, je vais faire comme monsieur... Je vais la refaire. La violence n'est jamais légitime. Donc le mouvement qui n'est pas à négliger là. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que mal à l'aise avec la République. C'est catholicisme le combat, c'est ça qui est intéressant. Oui, revenons pas là-dessus, juste restons sur l'idée à quel moment est-ce que la violence vous paraît légitime. Ce qui se passe actuellement, c'est un mouvement de résistance non violente. Vous parlez du vôtre, là. Oui, c'est un mouvement de résistance non violente, mais qui traduit un malaise généralisé. Ces personnes-là qui font là, qu'on voit là, et en effet, ça met quand même très mal à l'aise, et une violence n'est pas plus légitime qu'une autre. Qu'est-ce que vous voyez de violent dans cette image-là, puisque vous en parlez, qu'est-ce que vous voyez de violent? Où est la violence exactement? Non, mais dans toutes les images qu'on a vues, non, mais dans toutes les images qu'on a vues, on fait arrêt sur image 2 secondes. Qu'est-ce que vous voyez de violent dans cette image? Excusez-moi, dans toutes les images qu'on a vues, mais là, il y a des... Je vous parle pas de... Je vous parle d'un reportage. On a parlé d'un reportage, d'accord? On a fait un reportage. S'il vous plaît, soyez de bonne foi, ce serait super gentil. Donc on fait un reportage et on voit une violence. Une vraie violence. Laquelle? Que je comprends. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Je comprends. Mais quelle violence? Ils n'ont pas tapé sur des innocents. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous voulez pas parler des images. La parole à Philippe Bilger, il va le faire avancer. Non, j'ai même pas fini ma phrase. Mais vous êtes longue, ma parole. C'est bon, je suis coupée tout le temps. Tout ça pour que la loi passe à la fin. Dépêchez-vous, Béatrice Bourges. Je me dépêche, mais il ne faut pas me déstabiliser trop. Je vous remercie. Ne me déstabilisez pas. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est quelque chose qui est absolument inédit. Donc moi, je veux bien qu'on parle des années précédentes. En revanche, ce qui se passe actuellement avec tous ces mouvements de résistance pacifique et non violente, ça n'est pas un mouvement qui va s'arrêter, contrairement à ce que vous croyez.
là, dès mardi soir. Parce que ce peuple qui a eu l'habitude de fermer sa gueule, ces jeunes qui sont des jeunes qui font le mieux qu'ils peuvent dans la vie et qui sont un peu désespérés parce qu'ils ont vu leurs parents au chômage, parce qu'ils ont vu tout se passer. Ils refusent la société qu'on leur propose. Mais ils ne la refusent pas en brûlant des poubelles et des choses comme ça. Ils la refusent en portant une espérance en eux et en se levant. Et c'est ça qui est nouveau. C'est quand on parle des jeunes, on parle souvent des jeunes, des banlieues, des difficultés, etc. Bon, et là, on parle de jeunes qui se retroussent les manches et qui disent finalement, nous, ce qu'on veut... Pas du tout. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais vous déformez tous les trucs. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Je la dangereuse, mais en fait, elle est nulle. Soyez gentil. C'est un peu dur de m'injurier comme ça, mais c'est pas grave. Soyez agressif. À mon avis... Mais si on vous appliquait le même traitement, mais je l'accepte. Non, Philippe Bilger. Je suis frappé de voir, alors qu'on est dans un état de droit à peu près irréprochable depuis le mois de mai 2012, je suis frappé de voir que la majorité des esprits brillants qui sont là ont l'air d'admettre qu'il y a des violences légitimes, qu'il y en a d'autres qui sont illégitimes, qu'un état de droit... Sans violence, il n'y a pas de la Révolution française. On dénonce la... Eh bien, c'est pas un très bon exemple. Ah bah vous êtes la terreur, vous voyez... Si, je préfère celle de 89 à 93, largement. Mais ce qui me frappe, c'est l'espèce d'ironie et de condescendance avec lesquelles on traite les gens qui refusent la violence, quel que soit son motif. Je trouve que finalement, c'est très dangereux. Cette manière de dire que les médias grossissent les actes de violence, que les violences ouvrières sont légitimes, que les violences contre le mariage pour tous sont scandaleuses, les seules. Je trouve que pour des intellectuels, ça montre une terrible responsabilité. Alors justement, répondez à l'argument de Philippe Bilger, parce qu'il est important. Vous avez raison de dire que dans une société démocratique, la violence égale la violence. Elle n'est pas admissible. D'ailleurs, l'ordre public est fait pour y répondre. En revanche, pour ma part, je pense qu'il y a des colères plus compréhensibles que d'autres. Ce qui ne veut pas dire que l'expression violente doit être acceptée comme telle. Mais il y a des colères que chacun d'entre nous comprend mieux que d'autres. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Attendez. Alain Benoît. Réaction à ce que vient de dire Philippe Bilger, s'il vous plaît. Oui. J'ai dit pas la violence, la colère. La violence, c'est vraiment le mot passe-partout et le mot qui fait peur. Je suis désolé, il y a des violences parfaitement légitimes. Moi, je suis un élève de Georges Sorel, l'auteur des Réflexions sur la violence. Sorel n'aimait pas toutes les violences. Il a condamné très fortement les violences de 1793, par exemple. Mais la violence prolétarienne contre la violence structurelle du patronat et de l'État, il l'a parfaitement justifiée. Pourquoi? Parce qu'il opposait une légitimité à une légalité. La Révolution française, ça a été aussi une violence. La Commune de Paris 1871, c'est une violence. Et l'abominable répression qui a frappé les communards a été une hyper-violence. Et laissez-moi finir. Oui, et les luttes anticoloniales, ça a aussi été de la violence. Et la guerre d'Algérie, ça a été aussi de la violence. Vous utilisez aussi le terme violence sous n'importe quelle forme, n'importe quelle latitude. Oui, mais la violence, c'est pas parce que Georges Sorel a écrit cela que c'est une Bible, vous comprenez? Non, mais c'est pas pour autant que ça en est faux. Mais ce qui est intéressant par rapport à Madame... J'aurais pu vous citer Frantz Fanon également. Il n'est pas davantage il n'y a pas que les violences, Philippe Bilger, il n'y a pas que... plutôt de violences légitimes ou illégitimes. Laissez terminer. Visible ou invisible. Ce dont vous parlez là, c'est de l'insurrection. C'est de la naissance d'un ordre nouveau, il n'y a pas seulement les violences. C'est différent. Ne parlez pas tous en même temps. Il n'y a pas seulement les violences primaires, c'est-à-dire guerrières et insurrectionnelles. Il y a aussi les violences qui sont parfois pires, de structure, d'oppression sociale. Bien sûr, et qui sont invisibles, comme dit lorsqu'un chômeur se brûle devant le Pôle emploi, on lui a quand même fait subir une certaine violence. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Ils subissent une certaine violence. Quand on apprend que M. Carlos Ghosn gagne 3 500 € par jour,
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a 5 millions de chômeurs qui prennent ça comme une très grande violence? C'est la vieille idée philosophique selon laquelle qu'on a tous appris dans nos cours de philo que la violence actuelle, effective, la violence violente si j'ose dire, est la réponse à une violence oppressive et qui peut être larvée. Mais ça ne résout pas, la question de l'expression de la violence. Une société démocratique ne peut pas accepter la violence dans la rue. Est-ce que ça veut dire qu'à certaines époques de l'histoire, l'insurrection n'était pas légitime? Certainement non, y compris la résistance d'ailleurs. Peut-être pas. La vraie résistance. Dans un état de droit, il ne doit sans doute pas accepter la violence dans la rue. La résistance contre Pétain, mais madame. Et son s'il se prétend républicain et démocratique, il doit être attentif à des protestations qui traduisent souvent des inquiétudes et souvent des misères sociales considérables et qui se traduisent effectivement ça, c'est la phénoménologie de la violence. Justement, on va monter d'un cran dans la violence en arrivant aux attentats de Boston. Un dernier mot avant de nous quitter, Grégoire Kaufmann et Béatrice Bourge. Je ne réduis pas au fascisme ni à néopétinisme, que j'essaie de comprendre par rapport aux mobilisations catholiques. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est intéressant puisque vous avez une déclaration où vous dites c'est un mouvement pacifique qui revendique des actions illégales à la Gandhi. C'est intéressant philosophiquement aussi de faire la différence entre illégalité et violence. Et je voudrais vous entendre sur ce point. Eh ben, en fait, c'est le problème de la légitimité ou de l'illégitimité d'une loi. Par exemple, et c'était Lionel Jospin qui avait parlé de désobéissance civile. Voilà. Eh ben moi, je suis assez dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'un changement de société, un changement de civilisation, a dit Madame Taubira, c'est pas rien un changement de civilisation. C'est une erreur. C'est votre opinion et depuis tout à l'heure vous portez beaucoup de jugements et donc ce jugement-là, ce n'est pas celui de Madame Taubira. Donc moi je vais dire parler de celui de Madame Taubira qui parle d'un changement de civilisation. À partir du moment où on dit changement de civilisation, on est en droit de se dire est-ce que ce changement de civilisation est légitime ou non. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit on considère qu'il peut y avoir désobéissance civile, comme le disait M. Jospin. Les modalités de cette désobéissance. Non, on n'aura pas le temps de faire tout le débat sur la désobéissance civile, mais on a bien compris. On en parle tous les deux. On se fait un déjeuner. Voilà. D'ailleurs, je vous libère tous les deux et je vous remercie d'être venus.